Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. On ne la connaît pas, mais elle a fait une entrée fracassante dans l'affaire Karachi, la princesse Hélène de Yougoslavie, témoin surprise de ce dossier politico-financier, a mis en cause son ex-compagnon Thierry Gaubert, mis en examen ce soir, et Nicolas Bazir, actuellement en garde à vue. Son témoignage, véritable pavé dans la mare, implique les deux proches de Nicolas Sarkozy dans une valse de mallettes pleine de billets sur fond de campagne électorale d'Édouard Balladur en 1995. À la tribune des Nations Unies, les présidents américains et français se sont succédés pour affirmer leurs positions respectives. Les États-Unis menacent de brandir leur veto si les Palestiniens demandent la reconnaissance d'un État. La France mise sur le compromis avec un statut d'observateur. Et entre Barack Obama et Nicolas Sarkozy, c'est le leadership dans cette région qui est en jeu. Analyse à suivre dans ce journal. Jacques Servier, mis en examen dans l'affaire du Mediator, poursuivi pour homicide involontaire. Le président fondateur de la société pharmaceutique a été remis en liberté, mais sous contrôle judiciaire en échange de 4 millions d'euros. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. Des valises de billets, des intermédiaires et une affaire explosive qui s'accélère. L'affaire est celle des attentats de Karachi qui ont provoqué la mort de 11 Français en 2002. Les valises de billets représenteraient des rétrocommissions et les intermédiaires, comme l'a décrit un témoin clé au juge Van Ruymbeck, sont des anciens collaborateurs de Nicolas Sarkozy, Bérengère Dinglas. Cadre dirigeant du groupe LVMH, Nicolas Bazir a été entendu aujourd'hui par la police avant d'être placé en garde à vue pour son rôle de directeur de campagne d'Édouard Balladur en 1995. En même temps, Thierry Gaubert, proche de Nicolas Sarkozy à la mairie de Neuilly, en garde à vue depuis lundi, était déféré devant le juge et mis en examen en fin d'après-midi. L'enquête du juge Renaud Van Ruymbeck vise le financement de la campagne présidentielle de 1995. Les deux hommes, proches du président de la République, auraient transporté des valises de billets en provenance de Suisse. Des commissions obtenues en marge des contrats d'armement, la vente de frégates à l'Arabie Saoudite et celle de sous-marins au Pakistan. Dans cette affaire, tout est parti de l'enquête sur l'attentat de Karachi. Le 8 mai 2002, 11 salariés de la direction des constructions navales mouraient au Pakistan. Depuis, leur famille réclame la vérité. Depuis maintenant pratiquement 2 ans, nous expliquions que Nicolas Sarkozy était au cœur d'un système de corruption qu'il avait validé avec des sociétés offshore qui avaient permis le retour de commissions illicites en France. Et en réalité, nous saluons complètement le travail effectué par les juges d'instruction indépendants. Des histoires de financement occulte qui embarrassent dans les hautes sphères de la République. Aux prises avec la justice, Ziad Takieddine aurait menacé de faire sauter le gouvernement. Des amitiés politiques que sa femme, avec laquelle il est en procédure de divorce, a déjà commencé à révéler. Et puis en réaction à cette garde à vue de Nicolas Bazir, François Hollande a dénoncé, je cite, le règne des intermédiaires et des commissions. Le candidat à la primaire socialiste estime qu'il faudra en sortir après 2012. Au lendemain de la relaxe générale requise dans le procès de l'affaire des emplois dits fictifs de la ville de Paris en faveur de l'ancien président Jacques Chirac, l'opposition et un syndicat de magistrats relancent aujourd'hui la question de l'indépendance du parquet, estimant que le ministère public est sous la coupe de l'exécutif. Faux, rétorque le procureur général près de la Cour de cassation. Les détails avec Fabrice Cunet. Nous sommes la France, terre des droits de l'homme, terre de la justice. Ce n'est pas possible de continuer ainsi. Le réquisitoire dans le procès Chirac a relancé le débat sur l'indépendance de la justice. La relaxe requise par le ministère public a choqué jusque dans le monde judiciaire, obligeant le très discret procureur général à défendre ses magistrats dits du parquet et le réquisitoire jugé téléguidé. Il y a un principe fondamental dans le ministère public français. C'est que si par écrit, on peut prendre une position, oralement à l'audience, les magistrats sont totalement libres de leur réquisition. Et je connais ces deux magistrats qui ont pris la parole hier. Je puis vous assurer qu'ils ont appliqué cette règle de la liberté de parole. Ils n'étaient pas téléguidés. Non. L'attaque la plus dure est venue du syndicat de la magistrature aujourd'hui, qualifiant le procès Chirac de spectacle affligeant.
Preuve d'un malaise évident, même certains magistrats du parquet se montrent très critiques. Tout cela révèle finalement une stratégie d'occultation, d'évitement, d'effacement qui ne favorise pas Jacques Chirac et bien sûr pas davantage la justice. Le procès doit se terminer vendredi avec les plaidoiries des avocats de Jacques Chirac. Le jugement sera alors mis en délibéré. Le tribunal n'est pas tenu par les réquisitions du parquet. Son verdict sera très attendu par une institution judiciaire en proie au doute. La chronique avec Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Alors, Sonia. on va parler ce soir de l'affaire Karachi qui s'accélère. Jean-Louis, c'est le juge Van Ruymbeck qui est aux manettes. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il recherche, ce juge? Alors, ça vient d'être dit, le circuit des valises en réalité. D'abord, savoir s'il y en a des valises. Alors tout ça, cette histoire commence par les commissions, qui est quelque chose de relativement banal, somme toute. Ça consiste pour un vendeur à acheter la personne qui va lui permettre de contacter l'acheteur véritable final. Et pour cela, évidemment, il offre une commission. Ça s'est vraiment développé dans les années 70 avec les pétrodollars, où là, il y avait une manne considérable à gagner et tout le monde a voulu pénétrer ce marché et a donc versé des commissions, ce qui a fait la fortune des Khashoggi, des Akram Ogé. J'ai entendu parler de contrats, par exemple pour le Nigeria, où les commissions pouvaient atteindre jusqu'à 21% de la valeur des contrats. À partir de là, en 1997, l'ensemble des grands pays exportateurs, dont la France, a signé une convention à l'OCDE disant les commissions sont toujours autorisées, mais au bout d'un moment on verse tellement de commissions, c'est pratiquement le contrat le plus cher qui passe parce qu'on achète très cher les décideurs. Et on a décidé de plafonner ça à 6% de la valeur du contrat. Chacun, tout le monde sait de quoi il s'agit, mais on ne peut pas essayer de contrôler 6%. Dans l'affaire qui nous occupe, c'est-à-dire les fameux sous-marins du Pakistan, c'est un contrat qui a été signé en 1994, donc avant cette convention internationale de 1997, et il semble bien que les commissions qui ont été versées à un intermédiaire franco-libanais et à un pakistanais qui disait pouvoir avoir accès à l'armée pakistanaise pour acheter des sous-marins, les commissions se seraient élevées autour de 10 et 11% de la valeur du contrat, ce qui nous fait une commission globale de 80 millions d'euros. Et ce qu'on cherche, c'est mais où sont passés exactement ces 80 millions d'euros? Est-ce qu'il n'y a pas eu une rétrocommission? Justement, vous avez expliqué le système des commissions. Alors, les rétrocommissions, de quoi ça Alors, la s'agit-il? rétrocommission, autant la commission a été, le système de la commission est quelque chose d'autorisé, même si aujourd'hui c'est plafonné, mais c'est autorisé tout à depuis fait toujours. légal. La rétrocommission, c'est de la corruption pure et simple, et ça a toujours, c'est pas nouveau, ça a toujours été interdit. Ça consiste tout simplement à acheter toujours la personne qui va me donner le droit d'aller à l'acheteur final, mais en lui disant, écoutez, s'il vous plaît, est-ce que dans une partie du chèque que je vous fais, il pourrait y en avoir un petit morceau pour moi? Donc, est-ce qu'il y a un petit morceau des 80 millions qui sont revenus en France? Alors, il se trouve qu'en France, les grands exportateurs sont des entreprises souvent nationales. Ça l'était en tout cas à l'époque. Et c'est le cas avec la DCN qui nous occupe aussi. Mais à l'époque, il y avait aussi Elf. Et donc, les dirigeants de ces entreprises étaient la plupart du temps nommés par des responsables politiques. Donc quelque part, ils en étaient redevables et le renouvellement de leur mandat dépendait aussi d'un certain nombre de personnes politiques, ce qui explique que les choses se sont aussi beaucoup mélangées. Quand on rentre dans la rétrocommission, non seulement c'est interdit, donc c'est compliqué, et en plus c'est techniquement difficile, parce que vous signez votre chèque, une partie revient, passe par des paradis fiscaux, et de toute façon, il faut bien qu'au bout, il y ait du liquide. Donc ça ne peut être fait que par des personnes d'abord d'une très haute compétence technique, parce que c'est pas facile du tout à organiser, il y a des problèmes fiscaux, des problèmes de circuits financiers, et puis c'est des personnes de très haute confiance, parce qu'évidemment il y a du liquide. C'est beaucoup plus compliqué que les fameuses valises de M. Bourgui, ça c'est un peu un bourrin quoi, qui porte les valises. Là au bout il y a de la valise, mais il y a un circuit complexe. Donc nous sommes effectivement dans un système où il peut y avoir une connivence entre des très hauts fonctionnaires, des très grandes personnalités et qui organisent ce type de circuit formellement
interdit depuis toujours. Merci beaucoup Jean-Louis pour toutes ces précisions ce soir. Merci à vous. C'était attendu dans l'actualité également. Jacques Servier et 5 sociétés du groupe ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire aujourd'hui dans l'affaire du Mediator. Le président fondateur des laboratoires Servier, qui a été entendu toute la journée au pôle santé de Paris, a donc été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de payer une caution de 4 millions d'euros. Je vous rappelle que le Mediator, c'est un médicament présenté comme antidiabétique, mais largement prescrit comme coupe-faim. Il aurait fait de 500 à 2000 morts de 1976 à 2009. Tous deux tentent de faire retomber la pression. À New York, aux Nations Unies, les présidents français et américains cherchent une solution avant la demande des Palestiniens vendredi pour la reconnaissance d'un État. Mais la comparaison s'arrête là. Barack Obama campe sur sa position et brandit le veto. La France joue le compromis et assure ce soir, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, que ce vote n'aura pas lieu avant plusieurs semaines. Marie Brémaud. Quelques minutes après Barack Obama, c'est au tour de Nicolas Sarkozy de s'exprimer devant l'Assemblée générale de l'ONU. Dans la résolution du conflit israélo-palestinien, la France veut jouer un rôle essentiel. Le chef de l'État se positionne en médiateur et propose un changement de méthode. 1 mois pour reprendre les discussions, 6 mois pour se mettre d'accord sur les frontières et sur la sécurité, 1 an pour parvenir à un accord définitif. Et la France propose d'accueillir dès cet automne une conférence des donateurs afin que les Palestiniens puissent parachever la construction de leur futur État. Avec ce nouveau calendrier, Nicolas Sarkozy tente d'éviter à l'ONU le bras de fer entre les Palestiniens et les États-Unis sur la demande d'adhésion de la Palestine. Mais pour faire patienter Mahmoud Abbas et les Palestiniens, une étape intermédiaire est avancée. Et pourquoi ne pas envisager, pour la Palestine, le statut d'État observateur aux Nations Unies? Un statut d'observateur dont jouit déjà le Vatican en attendant un accord définitif sur le futur État palestinien. Reste à savoir si ces propositions seront suffisamment convaincantes pour que le chef de l'autorité palestinienne renonce à demander la création d'un État vendredi. Et dans ce dossier sensible du Proche-Orient, les deux présidents, Barack Obama et Nicolas Sarkozy, cherchent à reprendre la main et le leadership diplomatique dans cette région. Tout cela sur fond de campagne électorale pour les deux hommes. On en parle avec nos invités ce soir. François Durper, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, historien spécialiste des États-Unis. Avec nous également Alain Grèche, bonsoir. Bonsoir. Journaliste au Monde diplomatique et auteur de « De quoi la Palestine est-elle le nom ?» Alors d'abord, messieurs, est-ce que cette demande palestinienne a surpris tout le monde, la France, les États-Unis? Alain Grèche. Non, je crois qu'elle n'a pas surpris. Elle est le résultat de 10 ans d'impasse. Elle est le résultat d'un processus de paix qui ne parle pas de paix, en fait. Il y a un processus où on met face à face les Israéliens et les Palestiniens sans aucune chance d'aboutir. Il faut le dire, aucune chance d'aboutir parce que nous avons un gouvernement israélien dirigé par M. Netanyahou pour qui, je crois, qu'il ne désire pas la paix et qui ne désire pas la création d'un État palestinien réellement indépendant. Donc il y a un moment où c'est devenu insupportable pour la direction palestinienne, aussi dans le cadre nouveau du printemps arabe. Et donc c'est une manière de dire clairement qu'il faut poser cette question maintenant de l'État palestinien dont il faut rappeler que normalement il aurait dû être créé en 1999 après les accords d'Oslo. Mais dans la forme, j'allais dire, François Durper, est-ce que ce n'est pas une gifle pour Barack Obama qui finalement en arrivant a rencontré Mahmoud Abbas finalement presque à la dernière minute en organisant ce tête-à-tête? Est-ce qu'il n'a pas été pris de court? Oui, c'est 10 ans d'impasse, mais c'est 3 ans d'échec pour Barack Obama. D'abord parce qu'il a exprimé son volontarisme sur la question. Dès le début, c'était presque sa priorité première. Et c'est un échec. D'abord, ensuite, parce que c'est la cohabitation aux États-Unis, donc il ne peut plus rien faire en politique étrangère sans avoir l'accord de son Congrès. Et là, les Républicains, évidemment, ne vont pas le suivre. Donc il sait très bien qu'il est dans cette impasse-là. Et puis il est en période électorale. Je vous rappelle qu'on ne parle pas du président Obama. Il peut perdre le soutien de son électorat juif. Exactement. Alors, il ne faut pas non plus avoir une vision trop caricaturale des Juifs, des 5 millions de Juifs américains
américains qui ne votent pas, qui sont comme tous les Américains, qui ne votent pas exclusivement pour des questions de politique étrangère, mais qui effectivement, on voit que les républicains, en tout cas, essayent, les républicains, d'avoir ce vote juif qui est si disputé, parce que le vote juif est traditionnellement démocrate et il ne devra pas manquer à Barack Obama dans quelques mois. Alors, on switch un petit peu vers la France, c'est ce qu'on va faire. Ce soir, on va essayer de voir comment les deux hommes tentent de reprendre la main dans ce dossier. Quels sont les enjeux pour Nicolas Sarkozy? Est-ce qu'il s'agit de préserver l'influence, revaloriser dans le monde arabe après la séquence sur la Libye? Oui, il est pris un peu dans les mêmes dilemmes que Obama. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, notamment après... disons, les échecs relatifs de la politique française avec le soutien à Ben Ali et le soutien à Moubarak, a voulu se donner une nouvelle image avec la Libye et qu'aujourd'hui, il sait très bien que le point sensible pour les opinions publiques dans le monde arabe, c'est la question de la Palestine. Et on a beaucoup dit, vous savez, que les révolutions arabes, elles étaient essentiellement contre leurs dirigeants, ce qui est vrai, mais la question... palestinienne reste au centre. M. Sarkozy a dit, personne n'a dit abat Israël dans les manifestations, ce n'est pas vrai. Les gens pensent que c'est une question symbolique importante, que c'est vraiment la question qui mobilise aussi bien en Tunisie qu'en Égypte, qu'en Syrie, etc. Et donc, là-dessus, il faut qu'il fasse quelque chose. Et comment pouvoir maintenir une position qu'il a essayé de maintenir équilibrée, à mon avis, elle ne l'est pas, entre Israël et les Palestiniens. Cette question est importante, vous l'avez dit, dans l'opinion arabe. Est-ce qu'elle est dans l'opinion en France? Est-ce que, pour dire les choses clairement, est-ce que Nicolas Sarkozy peut gagner des points, pousser son avantage Non, on sait globalement que l'opinion française, elle est plutôt avec les Palestiniens, enfin avec l'idée d'un État palestinien, l'idée qu'il faut une paix fondée sur deux États, etc. L'opinion, les Français, pas plus que les Américains ou les autres, ne votent essentiellement sur des questions de politique internationale. Alors évidemment, ils peuvent avoir, ça peut donner un précis. Si demain il y avait la paix entre Israël et la Palestine sous l'égide de M. Sarkozy, ça serait un événement important. Mais d'abord, il n'y a aucune chance. Il faut quand même rappeler que l'acteur essentiel, même si aujourd'hui les États-Unis sont mis de côté... Même diminué, affaibli, Obama reste l'acteur essentiel? Oui. François Durper. Sans attendre la paix, je pense que Nicolas Sarkozy a marqué des points. D'abord parce que on l'a bien vu dans la forme, le contraste entre l'attentisme de Barack Obama et le volontarisme et l'activisme de Nicolas Sarkozy était très très net. Barack Obama a fait un discours long, très philosophique, très théorique et qui commence à lasser aux États-Unis. J'en veux pour preuve Maureen Dowd, qui est une éditorialiste du New York Times, qui démocrate, et qui parle de speech illusion, de l'illusion de la parole. Elle dit Barack Obama, il ne peut pas descendre de sa montagne, lire un téléprompteur et puis résoudre tous les problèmes du monde. C'est pas possible. Donc on a ce contraste-là, et ce qui est très intéressant, c'est de constater que Nicolas Sarkozy et Barack Obama, eh bien finalement, ils se sont croisés sur cette question-là. Quand Nicolas Sarkozy est arrivé, il apparaissait un peu en contraste des présidents américains et des présidents français qui l'avaient précédé sur cette question-là. On le disait peut-être un peu plus proche d'Israël que la tradition diplomatique française voulait bien le laisser penser. Et puis Barack Obama, c'était l'inverse. Même dans ce domaine-là. Et Barack Obama, c'était la rupture inverse. La tradition diplomatique américaine, c'est le soutien à Israël, et on sait très bien que Barack Obama, depuis qu'il était sénateur de l'Illinois, est très très proche de la cause palestinienne, et il ne manquait pas, quand il était à Chicago, les fameuses conférences d'Edward Saïd. Et bien là, on retrouve en fait les lames de fond de la diplomatie américaine et de la diplomatie française. Chacun retourne à son bercail. Pour quelle raison? Parce qu'on est en période électorale. Et en période électorale, on veut retrouver son opinion publique. Et je suis à la fois d'accord, mais en même temps, je dirais que Nicolas Sarkozy sait que l'opinion française est à la fois proche de cette cause palestinienne. Et surtout, c'est peut-être pas ça qui comptait cet après-midi, elle est très sensible à la voix française très indépendante par rapport à l'Amérique. Et précisément, cette espèce d'absence de Barack Obama, ça permet à Nicolas Sarkozy d'occuper le terrain. Différente parce qu'il ne s'agit pas aussi de froisser les États-Unis. Je crois que Nicolas Sarkozy ne le veut pas, mais il a dit autre chose aujourd'hui que Barack Obama, très clairement. Il a dit autre chose, mais pour moi, c'est quand même une politique qui est en rupture avec la politique traditionnelle française. Cette espèce d'équilibre entre Israéliens et Palestiniens, ce n'est pas la politique française traditionnelle. Aujourd'hui, il faut être clair sur qu'est-ce qui empêche un accord de paix. Ou bien on dit c'est très compliqué, vous savez, ils se haïssent depuis 2000 ans, il y a eu des conflits. Ou bien on dit clairement
que le seul obstacle réel aujourd'hui à la paix, c'est le gouvernement israélien. C'est le gouvernement israélien qui refuse le retour sur les frontières de 67. Or, qu'est-ce que dit Nicolas Sarkozy? Il dit qu'il faut donner quelque chose aux Palestiniens, mais ça on le dit depuis 10 ans, et il faut assurer la sécurité d'Israël, et il faut dire depuis des années, la politique du gouvernement français, c'est une politique de développement des relations avec Israël, de faire comme si la question palestinienne n'existait pas. Il y a quelques jours, Israël a été accepté comme membre observateur du CERN, du Centre d'études de recherche nucléaire, ce qui est une récompense donnée à Israël au moment même où Israël refuse, en fait, poursuit la colonisation et refuse la paix. Donc, dans les faits, la politique française, je pense, il y a une vraie rupture de cette politique française, malgré le discours de M. Sarkozy. Alors, on parle d'Israël, mais on oublie qu'il y a le gouvernement israélien et il y a la population israélienne. Et là, on oublie quelque chose, c'est que Barack Obama, il a beaucoup travaillé les opinions publiques du monde, notamment ses opinions publiques arabes. Et il n'a pas fait la même chose avec l'opinion publique israélienne. Bien sûr, mais le discours de Caire n'a pas eu de pendant à Jérusalem ou à Tel Aviv. On aurait pu imaginer un Barack Obama allant au Caire et faire l'équivalent du côté de la population israélienne. Parce qu'après tout, cette population israélienne, une grande partie des Israéliens veulent la paix. Et Barack Obama, qui est très sensible à ces questions, à s'appuyer sur les sociétés civiles, eh bien, a peut-être manqué cette occasion avec la société civile israélienne. Alain Grèche, pour revenir à l'opinion publique française, comment vous expliquez, peut-être que les sondages vont évoluer, comment vous expliquez que la séquence libyenne ne s'est pas traduite dans les sondages, que finalement les Français n'accordent pas tellement d'importance, non pas à ce qui s'est passé, mais à l'action du gouvernement français, ça ne se traduit pas dans les études? Écoutez, il y a aussi, il faut le dire, la manière dont cette politique française apparaît aux gens comme un peu erratique. Je veux dire, on a soutenu le Ben Ali jusqu'à la dernière minute, on a soutenu Moubarak jusqu'à l'avant-dernière minute, on a accueilli M. Kadhafi il y a 2 ans et aujourd'hui on le condamne. On a délogé le colonel Kadhafi. Oui, mais si vous voulez, c'est comme avec ce qui se passe en Syrie. Je veux dire, aujourd'hui, on est le gouvernement le plus fort contre la Syrie. En même temps, on a reçu M. Bachar el-Assad il y a un an et demi, en 2007 ou 2008, comme un chef d'État. Si vous voulez, on ne sent pas une cohérence de cette politique. On sent des coups diplomatiques, et y compris des coups qui peuvent être réussis. Je veux dire, c'est pas. Mais on ne sent pas une cohérence. Et puis l'autre aspect, c'est que quand même globalement, ces affaires ne sont pas des affaires centrales pour la population française, surtout dans cette période de crise économique et sociale, où les gens ont surtout peur et où ils voient notamment le Maghreb et la Libye en fonction de la question de l'immigration. Alors la Libye qui est plus proche de la France que des États-Unis, mais comment l'opinion publique américaine voit tout cela? L'opinion publique américaine, elle est très sensible aux questions d'économie et de chômage, évidemment. Mais cela dit, il faudrait faire attention à ne pas prendre des photographies. Les sondages sont des photos. Et il faudrait plutôt voir le film, l'ensemble du film, c'est-à-dire ce qui va se passer à la fin. Nicolas Sarkozy, excusez-moi, là je parle plutôt de la France, mais il est en train de construire très clairement quelque chose sur le plan de la politique étrangère. Si en face de lui, il a des opposants qui apparaissent crédibles, qui apporte des solutions aux problèmes des Français, la politique étrangère ne va pas le sauver. Mais si en face de lui, les Français estiment que tout compte fait, les propositions en face ne vont pas résoudre leurs problèmes, alors là, cette dimension extrêmement présidentielle qu'il est en train de construire, notamment en faisant une proposition, ce statut d'État observateur, après tout, Obama fait aucune proposition, donc chaque proposition apparaît d'autant plus importante, eh bien, à ce moment-là, peut-être que ça pourra peser dans la balance. On va peut-être finir sur un joke, on appelle ça comme ça, du président américain. Tout à l'heure, il y a quelques instants, il s'est dit envieux de Ban Ki-moon. Est-ce que vous savez pourquoi? Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, parce qu'il a fait remarquer sur le ton de la plaisanterie que ce dernier a été réélu à l'unanimité sans adversaire. Ça va être beaucoup plus dur pour Barack Obama. Ça sera difficile, mais quand on regarde les sondages sur Barack Obama, on peut se dire, oulala, il est mal parti. Quand on le compare à ses adversaires, c'est pas encore joué, parce que si effectivement les républicains, on parle beaucoup de Perry en ce moment, qui est très à droite du parti républicain, est en face de Barack Obama n'a pas encore perdu les élections, et ça peut être une chance peut-être pour cette question de la Palestine et d'Israël, parce que je vous rappelle que quelques heures après son élection, et quand il parlait de cette question du Moyen-Orient, il ne se mettait pas dans la perspective des 4 ans, il se mettait dans la perspective des 8 ans.
Alors, rien n'est joué, merci, messieurs. Alain Grèche, une dernière question quand même sur le dossier lui-même israélo-palestinien. Est-ce que toutes ces négociations, est-ce qu'elles vont faire avancer ce dossier concrètement sur le terrain? Mais je crois que le problème, c'est que le dossier est bloqué. Il faut prendre acte, et c'est ça qui est, d'une certaine manière, c'est ce que Mahmoud Abbas fait en allant aux Nations Unies. C'est de prendre acte que les 10 ans passés de négociations ne peuvent pas déboucher aujourd'hui sur quelque chose. Et qu'il faut changer d'une certaine manière le paradigme. Et qu'il faut changer la manière de négocier. Si au moins on obtenait ça de cette réunion des Nations Unies, ça serait positif. Donc à suivre, à voir. Merci beaucoup messieurs. Et la question du jour avec notre partenaire LeFigaro.fr concerne ce sujet. La voici. La France doit-elle appuyer la demande d'adhésion de la Palestine aux Nations Unies? Eh bien oui pour 56% des votants, non pour 38% des votants. Merci messieurs. La suite du 22h avec tout de suite tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info en images. Il est signé Flora Sauvage. 10 ans après la catastrophe d'AZF qui a fait 31 morts et des milliers de blessés, Toulouse s'est recueillie ce matin. Pour la première fois, la majorité des associations de victimes ont accepté de participer à une commémoration commune sur les lieux de l'ancienne usine. La candidate d'Europe Écologie Les Verts, Eva Joly, s'est déplacée pour l'occasion. Elle a regretté que les risques industriels ne soient pas pris au sérieux. La décision de diminuer le programme européen d'aide aux plus démunis a été reportée au 20 octobre. La fin de cette aide européenne aurait des conséquences dramatiques pour les associations caritatives qui bénéficient de ce programme. Ce matin, ces associations étaient reçues par le ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire. J'ai rencontré ce matin les associations qui s'occupent de la distribution des repas, les Restos du Cœur, Action contre la faim, le Secours catholique, et je leur ai dit que nous allions utiliser les jours à venir, les semaines à venir, pour convaincre nos partenaires de maintenir ces crédits européens qui, une fois encore, existent, sont à disposition pour 2012 et pour 2013. Une proposition qui fait pchit après des critiques au sein de son propre camp. Jean-François Copé fait machine arrière. Le secrétaire général de l'UMP avait lancé l'idée d'imposer un serment d'allégeance aux armes aux jeunes Français à leur majorité. Jean-François Copé a reconnu que le terme allégeance n'était pas approprié. La gauche est montée au créneau pour dénoncer cette idée. Qu'est-ce que ça veut dire, l'allégeance? L'allégeance aux armes, l'allégeance à la nation. Je crois que c'est une fois de plus un coup de com'. Ça n'est que ça. Mais ce qui est grave, c'est qu'à jouer à ce jeu, c'est Marine Le Pen qui arrivera en tête aux élections présidentielles. Et pas Sarkozy, contrairement à ce qu'il croit. Regain de violence en Libye, où les forces du gouvernement intérimaire ont subi de lourdes pertes. À Sirte, la ville natale de Mouammar Kadhafi, ses partisans résistent aux assauts du Conseil national de transition. Les villes de Séba et de Ouadane ont quant à elles été libérées. L'OTAN a décidé de prolonger de 3 mois son intervention, avec l'espoir de terminer au plus vite sa mission. Troy Davis vit probablement ses dernières heures. Après 20 ans passés dans le couloir de la mort, cet Américain devrait être tué par injection létale à 1h du matin. Condamné à mort pour le meurtre d'un policier blanc, il s'est vu refuser sa grâce par la justice américaine. 7 des 9 personnes qui avaient témoigné contre lui au procès se sont rétractées. Depuis le début, Troy Davis clame son innocence. La suite du 22h avec le débat du mercredi soir et cette question que l'on se pose de plus en plus à l'approche de l'heure du jour de vérité, dimanche 25 septembre. Le Sénat va-t-il basculer à gauche? Les grands électeurs sont appelés aux urnes pour voter pour les sénateurs qui vont siéger à la Haute Assemblée. La gauche en rêve, mais dénonce, comme pour expliquer déjà sa défaite, que le combat est inégal. La droite se dit sereine, mais de moins en moins au fil des jours. Alors, pour parler de ce scrutin peut-être historique, en tous les cas important, avec nous ce soir la sénatrice socialiste du Val d'Oise, Raymonde Le Texier, bonsoir. Bienvenue à vous, l'ancien sénateur Union centriste, aujourd'hui membre du Conseil supérieur de la magistrature, Pierre Fauchon, qui a donc une parole libre, comme toujours, et le journaliste Ivan Stefanovic, bonsoir. Bienvenue à vous, auteur de La Casse des 500. Monsieur Stefanovic, est-ce qu'elle intéresse vraiment cette élection sénatoriale? Est-ce qu'elle représente un véritable enjeu politique? Moi, je voudrais qu'elle intéresse un peu plus parce que je voudrais que le Sénat développe ses pouvoirs et notamment les exerce. Parce qu'ils ont beaucoup de pouvoir, les sénateurs, mais malheureusement, pour des tas de raisons, ils ne les exercent pas. Je voudrais que la télévision rentre plus dans le Sénat, qu'on montre plus les sénateurs qui travaillent. Il y en a une centaine qui travaillent sur 343, vraiment beaucoup, comme madame, comme monsieur avant. Moi je parle... Peut-être un petit peu plus que les autres? Oui, mais je voudrais parler un peu plus de ceux qui travaillent. Et je parle beaucoup de ceux qui ne travaillent pas. Bon, voilà. Alors,
ceux qui ont travaillé au Sénat. Pierre Fauchon, vous avez quitté cette maison. Vous avez maintenant du recul. Les grands électeurs, ils vont voter dimanche 25 septembre. En fonction de quoi ils vont voter pour que les téléspectateurs comprennent ce système un peu compliqué? Il est très compliqué parce vous savez qu'il y a deux modes d'élection dans les petits départements à 2 ou 3 sénateurs. C'est encore un vote individuel. On vote pour un homme qu'on connaît. Alors, évidemment, son étiquette compte, mais les qualités ou les défauts ou les capacités de l'homme comptent aussi beaucoup. Dans les plus grands départements, c'est un scrutin de liste, comme vous avez dû connaître, madame. Et donc, le vote est forcément plus politisé parce que ce sont des formations politiques organisées qui présentent des listes et les électeurs se comptent davantage en fonction de leur appartenance politique. Ce sont donc 2 scrutins assez profondément différents. Encore que un homme seul peut toujours créer une liste quelque part et arriver à passer grâce à son impact personnel, ce qui met quand même une note d'imprévu dans le système. Mais il n'est pas plus mauvais que ce système soit plein d'imprévus et que nous soyons tous là à nous demander ce qui va se passer. J'ai tendance à dire, comme les Shadocks, n'est-ce pas, à quoi bon savoir où on y sera? Il sera bien le temps de voir quand on y sera, n'est-ce pas? Alors nous en reparlerons dimanche soir. Alors, on en reparlera bien sûr dimanche soir, avec d'ailleurs une émission spéciale, toute la rédaction de Public Sénat qui est mobilisée pour cet enjeu. Ce scrutin historique, vous y croyez? Le Sénat peut basculer à gauche? Je le souhaite. Bon, on sait tous que ça va se jouer à quelques sièges, dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Ce serait souhaitable que le Sénat bascule. Et s'il ne bascule pas, est-ce que vous dites, comme d'autres sénateurs socialistes qu'on a reçus ici sur le plateau, que dans ce cas-là, eh bien, il y a une anomalie? Bien sûr. Mais pourquoi? C'est évident. Parce que vous n'avez pas gagné? C'est évident. Pas du tout. Parce que la gauche détient la plupart des conseils régionaux, la plupart des conseils généraux, les grandes villes de France. Or, ce sont les grands électeurs qui élisent les sénateurs. Et voilà, par quel miracle, le Sénat, depuis toujours, est à droite, alors que les grands électeurs sont de plus en plus nombreux à être à gauche. Ivan Stefanovic. Moi, je crois que ce sera ric-rac, ce sera peut-être à une voix. Et je suis assez inquiet parce que je ne suis pas persuadé que ce soit M. Larcher qui soit réélu. Ah, vous êtes inquiet pour lui? Il doit être un petit peu, parce que je pense qu'il fait une réforme du Sénat, notamment qui remet le Sénat à l'heure, qui essaye de rapprocher le Sénat du peuple et des important, parce qu'on va rappeler aux téléspectateurs que vous avez écrit un livre qui parlait des super privilèges et donc d'une image un petit peu, d'abord désuète et puis de parlementaires un petit peu gourmands, y compris dans cette maison. Est-ce que cette image a changé? Elle a évolué? Elle a évolué un petit peu, mais on ne peut pas trop le reprocher aux sénateurs parce que c'est un truc qui dure depuis plus d'un siècle. C'est inscrit et quelqu'un, vous avez 6 400 € par mois de frais forfaitaires fixes, par exemple. Ils sont les seuls au monde. J'ai trouvé un seul autre pays où il y a des frais forfaitaires fixes de un peu moins, c'est 2 000 € par mois, c'est la Belgique. Vous voyez, tous les autres sénateurs du monde entier, j'ai fait des recherches, ils sont tous sur justificatif. Moi, je ne comprends pas très bien ces forfaitaires. Alors, c'est depuis 2002 parce qu'on a fait... Avant, il y avait de l'argent qui circulait au Sénat et à l'Assemblée nationale. L'image? Je pense que ça évolue, mais M. Larcher s'en occupe, mais il a des résistances, c'est sûr, et ceux qui feront le scrutin, c'est le RDSE et les centristes, ce sont eux qui seront... Les radicaux, ils pourront nommer qui ils veulent. Eh bien, un centriste. Oui, d'abord, je me permets de dire qu'il n'est pas exact de dire que le Sénat est toujours à droite. Ce n'est pas exact. Rappelez-vous, il y a eu des époques où le Sénat était dans l'opposition. Quand il a été présidé par M. Monnerville, il résistait au général de Gaulle. C'est pas si loin. Nous avons quand même connu, nous sommes quelques-uns à avoir connu cette époque-là. C'est pas si vieux. Et sous la Troisième République, assez fréquemment, le Sénat était plus à gauche. Donc tout ça n'est pas fatal. Et il est probable que ça va évoluer peut-être. J'ai l'impression que vous le souhaitez presque. Non, je ne le souhaite pas. D'une manière générale, je crois en profondeur qu'une certaine alternance est le propre de la démocratie et qu'il faut bien que chacune des tant grandes familles politiques de notre pays ait à son tour de responsabilité, à condition qu'il soit à la hauteur d'assumer ses responsabilités. Et ça, c'est la question des programmes. Mais si on a un programme qui tient la route et qui est valable et qu'on a une cohérence, il est souhaitable qu'il y ait une certaine alternance dans notre vie politique. Je ne sais pas ce qui va arriver au Sénat cette semaine, mais d'ores et déjà, le Sénat est entré dans une voie
où, pas assez d'ailleurs à certains égards, mais où les deux camps sont pratiquement à égalité, et vous avez un certain nombre de votes, vous voyez le vote sur la réforme de la Constitution par exemple, qui est un vote qui a été capital en 2008. Nous avons presque changé des républiques sans nous en rendre compte, et qui donne beaucoup plus de pouvoir et de responsabilité aux assemblées d'ailleurs. Ce vote a été acquis à une voix ou deux de majorité. Heureusement que M. Lang a dit « moi je ne peux pas ne pas voter une réforme que j'attends depuis 20 ans », il a eu le courage de le dire, et la réforme est passée, mais sinon il n'y avait pas de majorité suffisante, il fallait les 2/3, c'était à Versailles. Donc tout ça n'est pas acquis, et ce qu'il faudrait peut-être surtout se dire, c'est que quoi qu'il arrive, il faut que chacun ait sa place. Et il est vrai qu'il y a un certain déficit au Sénat de responsabilité attribuée à l'opposition. Moi je regrette qu'il n'y ait pas une présidence de commission, davantage de rapporteurs, ce qui est d'ailleurs, l'Assemblée nationale a donné l'exemple à cet égard, n'est-ce pas? Et je regrette ça, je trouve que de ce côté-là, nous avons un certain déficit. Armando Texier, est-ce que, justement, parce que M. Fauchon parlait de programme, le programme des sénateurs socialistes, si le Sénat bascule à gauche, comment vous envisagez cette Chambre par rapport à un gouvernement qui est encore de droite jusqu'à 2012 ou plus? Est-ce que vous l'envisagez bien comme un élément qui va bloquer toutes les initiatives du gouvernement? Ce sera une Chambre de blocage? Écoutez, comme on vient de l'entendre, la gauche a travaillé, la droite a travaillé, vous regrettez que la gauche n'ait pas eu plus de responsabilité. On peut entendre ça dans la mesure où nous avons tous constaté ici qu'au cours de cette législature, des milliers d'amendements ont été travaillés, présentés par la gauche. Et beaucoup de textes ont été détricotés, ont été modifiés. Voilà. Alors le Sénat a imprimé sa marque. Nos collègues de la majorité de droite étaient souvent assez passifs. Donc on sait bien que les compétences, elles sont aussi bien à gauche qu'à droite et vice-versa. Enfin, on est vraiment sorti maintenant de ces... Là, quand on écoute ce débat, on a l'impression que tout se passe au Sénat. C'est le cas? C'est une chambre dynamique? Il y a beaucoup plus de coopération qu'on le dit. Je me permets de dire qu'il y a une loi qui sert continuellement, notamment dans les grandes catastrophes, à laquelle on donne communément mon nom. Elle a été faite dans une période de cohabitation. La majorité des deux assemblées n'était pas la même. Et le gouvernement au pouvoir était celui de M. Jospin, avec comme Mme Guigou. On devrait l'appeler la loi Guigou-Fauchon, ce dont je serais d'ailleurs très honoré. C'est une loi que nous avons fait ensemble. Il y a beaucoup plus de cas de choses que nous faisons ensemble. On ne les cite jamais. C'est dommage. Eh bien, c'est dit Ivan Stefanovic, justement, sur cet enjeu politique et ce travail, en tout cas, sur des textes importants. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous voyez ça aussi de l'extérieur? Oui, mais je souhaiterais que le Sénat le fasse plus savoir, parce que le problème, c'est que le Sénat, on travaille là, c'est comme un club, on fait un excellent travail, je ne discute pas, mais ça reste là entre quatre murs. Alors, il y a vous, la chaîne de télévision, mais moi, ce que je souhaiterais, c'est que la télévision et les journalistes rentrent plus et s'intéressent plus au Sénat. Et fassent connaître. Parce qu'il faut des commissions d'enquête, il faut des choses plus... quand il y a un fait précis, par exemple la crise ou des choses comme ça, mais le Sénat a le pouvoir les sénateurs ont le pouvoir d'aller dans les ministères, de travailler sur pièce, etc. Je veux dire que... Mais on ne peut pas reprocher ça à M. Larcher, parce que c'est lent, c'est des habitudes qui ont été prises depuis des dizaines d'années, mais le Sénat, il a des réels pouvoirs, comme l'Assemblée nationale, et je dirais qu'il ne les exerce pas trop. Parce que, c'est l'habitude. Il y a des gens qui sont dynamiques comme monsieur qui a fait des choses, mais je pense qu'au fil du temps, on pourra aller plus loin. Et c'est même pas une question de gauche ou de droite. La compétence, elle est des deux côtés, c'est évident. Mais il faut un esprit d'aller plus dans ce sens-là. Mais c'est pas facile. Je crois ça tout à fait. On ne fait pas. On fait un énorme travail, comme le dit monsieur, de recherche, d'enquête. Et ce travail est très bien fait parce qu'il est fait. Tout le monde est associé à ce travail de recherche et d'enquête et de rapport. Et puis, on ne fait pas assez de propositions de loi. On a plutôt tendance à réagir aux projets faits par le gouvernement. Alors, on réagit par des amendements. On devrait davantage sortir nous-mêmes des propositions. C'était difficile autrefois parce qu'on ne maîtrisait pas du tout l'ordre du jour. Depuis la réforme de 2008, où on maîtrise l'ordre du jour, il faut le meubler. Et on ne le meuble pas assez et on n'ose pas assez mettre en avant nos propositions. Je souhaite que dans l'avenir, on soit plus hardi et plus entreprenant. Alors, et pour être plus hardi, etc., il faut suivre les chefs de file. Chaque camp a son chef de file. Raymond Texier, je vous propose d'écouter le patron des sénateurs socialistes, Jean-Pierre Bel, qui parle justement de cette bataille qui se profile ici au Sénat. On l'écoute. Nous avons quasi, sauf une, 60% des départements, une très grande victoire aux élections municipales. La question qu'on devrait poser, on devrait même affirmer, le Sénat va passer à gauche. Et pourtant, l'alternance risque une fois de plus de ne pas se produire parce que nous sommes dans un combat inégal.
il ferait un bon candidat pour le perchoir, pour le plateau? Mais écoutez, il a été un excellent président de groupe, le groupe socialiste, pendant 6-7 ans, à travailler d'arrache-pied. Plusieurs sénateurs socialistes disent, vous allez me dire si c'est vrai, que même si le Sénat bascule à gauche, eh bien Gérard Larcher pourrait rester président, parce qu'il est consensuel, dit-on. C'est le cas? Ah ben c'est une question, dit-on, point d'interrogation. Écoutez, moi moins que vous, moi je termine mon mandat, donc je ne pourrai pas voter pour l'élection du président du Sénat. Si je pouvais, quel que soit quoi que je pense de Monsieur Larcher, je ne serais pas tentée de voter pour Monsieur Larcher. Je voterai pour un président de gauche. Enfin, tout ça, c'est pas très sérieux. Mais pour revenir au point qu'on a évoqué tout à l'heure et sur lequel je ne me suis pas exprimée, moi j'ai quelques petites divergences avec notre collègue. Je pense que c'est moins la façon dont travaille le Sénat qui est en cause que le peu d'intérêt des médias pour des gens qui travaillent sérieusement, sans courir forcément après les caméras et sans chercher forcément le bon mot. Et sur des textes tout à fait fondamentaux et où il y a eu un travail fantastique et des combats durs ici, je pense par exemple à la loi sur la bioéthique, où il n'y avait pas un seul journaliste pour le vote des sujets, on va le dire, qui intéressent en profondeur la société. Très important. Mais je pense aussi que les sénateurs face à la machine administrative, c'est-à-dire énarchique, et essentiellement, ils ont donc des administrateurs et tout, qui sont issus de Sciences Po et tout, pour la plupart. Et je veux dire, il faut savoir que ils sont très bons, mais ils sont en contact avec les énarques du gouvernement et tout. Moi, je pense qu'il faudrait faire comme aux États-Unis. Aux États-Unis, chaque sénateur, ils sont moins, mais chaque sénateur, ils sont une centaine pour tous les États-Unis. Donc ça fait réfléchir sur le nombre de sénateurs. Moi, j'ai comparé avec le monde entier. La France est le pays où il y a le plus de sénateurs. Hein. En Allemagne, il y en a 66. En Espagne, il y en a beaucoup moins. En Italie, il y en a autant. Hein. Aux États-Unis, il y en a 100. Mais chaque sénateur, il a entre 25 et 50 collaborateurs qui sont à lui, qui ne sont pas à l'administration du Sénat américain. On peut critiquer les sénateurs américains sur le lobbying, mais ils ont une task force en face de l'administration. Et ça, c'est important. On ne peut pas reprocher à un sénateur, même avec les administrateurs, qu'est-ce qui pèse face au gouvernement. Le jour où il y aura des sénateurs qui iront faire une perquise dans un ministère, et, entre guillemets, qui auront demandé les documents, les pièces, j'attends de voir. Aux États-Unis, ils le font. Voilà, le message est dit. Chez nous, non, mais c'est culturel, on ne peut pas le reprocher. Comme vous dites, c'est culturel, c'est notre histoire, comme c'est l'histoire des États-Unis. C'est sûr que les sénateurs américains, c'est des messieurs, ils ont même un rayonnement dans le monde. Quand on va en Inde ou autre, ils reçoivent un sénateur américain, c'est comme s'ils recevaient un ministre. Alors, c'est les États-Unis aussi. Plus de Sénat, c'est une bonne chose. Plus de Sénat et plus de lumière sur les textes importants. C'est possible que le Sénat garde ses mérites propres, son caractère propre et ses manières extraordinaires qui rendent la vie si intéressante et si heureuse au Sénat. Oui, c'est une belle conclusion. Oui, enfin, si ce n'est que quelquefois, on s'engage, j'emploie le terme à dessein, puisque vous parlez de bonne manière, et que c'est pas forcément inutile. Merci quand même. beaucoup d'avoir été nos invités ce soir. Merci. J'ajoute cette information qui concerne d'ailleurs ces élections sénatoriales. Le président du MoDem, François Bayrou, et de l'Alliance centriste, Jean Arthuis, ça va vous concerner, Monsieur Fauchon, va vous intéresser, ont annoncé ce soir qu'ils apportaient un soutien commun à 28 candidats centristes en lice ce dimanche, dont plusieurs candidats du nouveau centre, donc Jean Arthuis et François Bayrou, main dans la main. C'est un message qui n'est pas clair. Voilà, c'est dit. Alors, restez encore avec nous. Restez avec nous. La suite va vous intéresser. On va à présent présenter vos hebdos apparaître demain dans les kiosques. On va commencer avec le point et cette comparaison, cette question sur la crise. François Hollande peut-il faire mieux que Nicolas Sarkozy? L'hebdomadaire détaille le plan Hollande pour tenter de sortir le pays de la crise et publie un sondage Ipsos Le Point selon lequel le candidat socialiste apparaît comme plus crédible que l'actuel président pour résoudre ce problème. Voilà pour le point. Le Nouvel Observateur, quant à lui, avec une une sombre qui titre sur Karachi, Bettencourt, Bourgi, Taquiédine, les dossiers qui font peur à Nicolas Sarkozy. À noter également ces pages consacrées à Mr Strauss et Dr Kahn, minute par minute, l'intervention de l'ancien patron du FMI est décortiquée. Et puis enfin, l'Express qui titre sur la dette et
les coupables. Comment ils ont ruiné la France, de gauche à droite? Comment les responsables politiques ont fermé les yeux, évitant de prononcer les mots qui fâchent et qui font peur, comme la rigueur et l'austérité, ce dont on parle beaucoup cette année. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Dans un instant, votre émission Déshabillons-les. Bonne soirée sur Public Sénat et à demain.